que tu veux un petit peu de vert? Je suis dans un marché en Thaïlande et ici se joue un paradoxe biologique qui est incroyable. Je vais vous montrer. Ani Prikchifa, c'est vrai? Ani Prikchifa. Aniอะไรครับ Prikinu. Ao Nung Krap. Ani. Ça, c'est des Prikchifa. C'est des piments qui sont relativement doux, pour la Thaïlande en tout cas. Et ça, c'est des Prikinu. Et ceux-là, ils arrachent. Mais vraiment, ça défonce. Je vais en prendre. Pet Noi. Pet Mac. Pet Mac. Il passe à Thaï Noi. En Thaïlande, on utilise une dizaine de variétés de piments pour les plats, mais ils viennent tous de la même espèce, c'est Capsicum annuum, c'est la même chose. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'histoire évolutive incroyable de ces piments, mais avant, il faut que je fasse un peu de cuisine. Taorai nakap? Sinbad. Kopuma krap. Ok. Le principal responsable de la sensation du piment, c'est la capsaïcine, une molécule qui est synthétisée uniquement par les plantes du genre Capsicum. Pour mesurer la force des piments, le pharmacien américain Wilbur Scoville a inventé une méthode astucieuse. Il broyait un piment qu'il diluait avec de l'eau et faisait goûter la mixture à des cobayes. Ah! Oui! Ah! S'ils arrivaient encore à ressentir la chaleur, il augmentait la dilution jusqu'à ce que l'effet soit indétectable. Un piment très fort nécessitait énormément de dilution pour ne plus être perçu par rapport à un poivron par exemple, et en les classant par dilution, Scoville avait créé une échelle de la puissance des piments. Cette méthode a été aujourd'hui remplacée par de la chromatographie qui est bien plus fiable, ce qui me permet de savoir que les piments du tom yum que j'ai envie de manger sont à peu près de 50 à 100 000 sur l'échelle de Scoville. C'est grosso modo 100 fois moins qu'un spray de policier. À cette concentration, la molécule provoque tout un tas de réactions violentes, comme une difficulté à respirer, de la douleur, des larmes, des doutes sur les méthodes des forces de l'ordre, et ainsi de suite. Donc, c'est une molécule qui marche très bien sur les mammifères comme nous, et c'est d'ailleurs de là que vient le paradoxe. C'est super bon. Vraiment, mais j'ai un peu l'impression que quelqu'un est en train de faire du poste à souder à l'intérieur de ma bouche. Les récepteurs à la capsaïcine sont les mêmes que ceux qui nous indiquent si notre peau brûle. Exactement les mêmes. Ce qui veut dire que la sensation de consommer un piment est exactement une sensation de brûleur. On appelle ça de la pseudo-chaleur, et d'ailleurs c'est exactement l'inverse pour la menthe qui active les récepteurs au froid, donc qui est interprétée comme du vrai froid. Avec les piments, le corps croit très sincèrement à cette pseudo-chaleur puisqu'il génère tout un tas de liquides comme des larmes, de la sueur, et autres mucus, comme pour essayer d'éteindre un feu qui n'existe pas. Tout ça, c'est un réflexe de défense contre une agression extérieure, c'est une réaction contre une attaque chimique, et si on y réfléchit bien, ça n'a aucun sens qu'on aime ça. En 2001, une équipe de chercheurs ont fait une expérience dans laquelle ils proposaient deux types de piments à des oiseaux et à des petits rongeurs. L'un des piments ne produisait pas de capsaïcine, alors que l'autre pouvait donner un coup de soleil si on le regardait d'un peu trop près. Les résultats montraient que si les rongeurs évitaient soigneusement les piments, les oiseaux en revanche se jetaient carrément dessus sans effet apparent. Pourquoi? Tout simplement parce que les oiseaux n'ont pas de récepteur à la capsaïcine. Ils n'en ressentent pas l'effet chaud. Autrement dit, les piments produisent une molécule qui n'est perçue que par les mammifères. Et du point de vue de l'évolution de la plante, c'est logique. Quand les piments sont mangés par un mammifère, ces graines sont d'abord broyées par les molaires, ce qui les empêche de germer une fois qu'elles ressortent de l'autre côté du tube digestif. Les oiseaux n'ont pas de molaires et ils gobent les piments tout ronds, les graines avec, ce qui permet aux graines de germer ensuite et aux piments de se propager après avoir passé un court séjour dans le système digestif des piafs. Donc le scénario ressemble à ça. Il y a environ 13 millions d'années, un piment est né avec la capacité à synthétiser de la capsaïcine. Aucun mammifère ne s'approchait de ses fruits et ne broyait ses graines, ce qui lui a offert un léger avantage adaptatif par rapport aux autres piments. Grâce à cet avantage incroyable, le trait biologique s'est répandu dans toute la population. L'avantage était double parce que les oiseaux se déplacent sur de plus longues distances que les mammifères, ce qui a permis aux piments de se disperser plus loin. Et ils en ont bien profité parce que dans les millions d'années qui ont suivi l'apparition de la capsaïcine, les piments se sont répandus dans une bonne partie du continent sud-américain. Voilà en gros l'histoire évolutive des piments, mais il reste une énigme. Pourquoi est-ce que les humains adorent quelque chose qui a été optimisé pendant des millions d'années, justement pour leur faire mal? Ça n'a aucun sens en fait. Et ce paradoxe est encore plus fou si on considère que les humains s'oblitèrent l'entrée et la sortie de leur tube digestif depuis au moins 7000 ans. C'est en fait une des toutes premières plantes qui a été domestiquée sur le continent américain, et il aura fallu attendre même pas 50 ans après la découverte des Amériques
pour que les Européens la dispersent sur toute la planète. Ce que ça veut aussi dire, c'est que des pays qui sont célèbres pour leur cuisine pimentée, comme l'Inde, la Chine ou la Thaïlande, ils ont découvert les piments grâce aux marchands portugais, entre autres. Avant ça, ils devaient utiliser d'autres épices, comme le gingembre ou le poivre, qui étaient cultivés localement. Et il y a plusieurs explications à ce succès incroyable. Premièrement, ça fait du bien. Les récepteurs à la capsaïcine sont situés sur des neurones spécifiquement dédiés à la douleur, et après avoir été excités, ces neurones sont moins sensibles, ce qui est très agréable. Et comme la sensation de brûlure est prise très au sérieux par le cerveau, il largue des endorphines et de la dopamine pour compenser le fait qu'on soit en feu à ses yeux. Ouais, il fait ce qu'il peut. Deuxièmement, la capsaïcine est très efficace pour lutter contre les champignons qui infectent les graines. Les humains aussi en ont profité en plantant les piments avec d'autres cultures, ce qui permettait de réduire les nuisibles et d'augmenter les récoltes. Mais mon explication préférée vient de la gastronomie darwinienne, une discipline scientifique qui essaye de comprendre la nourriture sous l'angle de l'évolution. Et selon cette science, les piments servent aussi à réduire les bactéries dans les plats qu'on mange. La capsaïcine est un excellent antibactérien. Elle tue à peu près 3/4 des bactéries. Et où est-ce qu'on trouve les cuisines les plus pimentées? Dans les régions tropicales, chaudes et humides, là où la prolifération des bactéries est la plus importante. En fait, des chercheurs ont montré qu'il y avait une très jolie corrélation entre la température moyenne d'un pays et le nombre d'épices utilisées dans les plats, que ce soit l'ail, le thym, l'oignon ou les piments. Et il y a plein d'autres explications. Par exemple, certains chercheurs pensent que les piments aident aussi à se refroidir. Bah oui, parce que ça fait transpirer et tout. Ouais, moi aussi je pense que c'est un peu pourri. Si on veut se refroidir, on n'utilise pas des piments, on se met à l'ombre et avec un ventilateur. En pratique, la plupart des hypothèses s'intéressent à comprendre pourquoi on aime quand ça fait mal. Et selon certains psychologues, l'envie de condamner sa langue au bûcher viendrait d'une recherche de sensations, une sorte de masochisme bénin qui se rapproche des sensations du grand 8 ou du saut à l'élastique. Comme c'est souvent le cas avec la nourriture, le piment est rapidement devenu un truc identitaire. Par exemple, les mixtecs du Mexique disent eux-mêmes « nous sommes forts parce qu'on mange du piment ». Plus étonnant encore, le piment était vu comme un truc révolutionnaire dans la Chine de Mao. À la base, les piments étaient surtout consommés par les classes les plus populaires qui n'avaient pas les moyens de s'offrir du sel. Comme il le disait lui-même, la nourriture de la vraie révolution est le piment. Et ceux qui ne peuvent pas endurer les piments ne sont pas capables de se battre. Si vous avez peur de quelques piments dans votre bol, comment allez-vous oser attaquer vos ennemis? Au Japon, la consommation de piment était liée au genre. On affirmait sa masculinité en mangeant des nourritures épicées et riches en viande, tandis que les mets les plus délicats étaient laissés aux enfants et aux femmes. Les vrais mecs s'incinèrent le duodénum, ou un truc du style. On est vraiment un primate étrange quand même. Donc, voilà. On a un paradoxe évolutif à plusieurs étages. Une plante développe une molécule justement pour faire fuir les mammifères, et un mammifère très particulier adore cette plante justement parce que ça lui fait mal. La molécule a été sélectionnée parce qu'elle permettait à la plante de se disperser en repoussant les mammifères, et un mammifère finit par disperser la plante sur toute la planète. Et en plus de tout ça, ce mammifère finit par en faire un élément d'identité justement parce que ça lui fait mal. Je pense que s'ils étaient capables de comprendre la situation, ils seraient vraiment très confus. Confus mais délicieux. Oh putain, ça arrache.